Et salut à toi, très cher investisseur rentable, c'est Yann. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai pris mon iPad pour les questions sur Facebook et j'ai reçu une question de Fast Life. On ne sait pas son vrai nom, la vie rapide. Un mec qui va vite et un mec qui me demande une question, tu vas voir, sur la stratégie globale, plutôt grande surface, plutôt petite surface, comment faire, etc. Donc je vais lui répondre tout de suite devant toi pour que tu puisses en profiter. Eh ben on est parti, allez c'est parti. Salut Yann, comment ça va, etc. J'ai téléchargé le livre et je suis en train de le lire. Bon bah nickel, d'ailleurs toi aussi, si tu n'as pas encore le livre, autour de cette vidéo, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement et le recevoir dans ta boîte mail. Alors, j'ai 26 ans et je gagne en moyenne 2500 € net par mois. Ok. J'ai pas de crédit sur le dos, nickel. Ma voiture est très ancienne. Bon, alors a priori, elle coûte pas cher. Je vis chez mes parents et j'épargne 75% de mon salaire, voire plus. Alors là, bien joué. C'est un très très gros pourcentage d'épargne. Donc c'est très très bien. Ça va vraiment t'aider pour la suite. Toi qui nous regardes, attention, n'oublie pas toujours l'épargne, c'est la base de l'investissement. Pour investir, il faut avoir quelque chose à investir. Même si on va le voir après sur cette vidéo et d'autres, la banque, grâce à l'effet de levier, va t'aider. Mais pour avoir le droit d'investir, il faut un minimum d'argent. Alors, pas forcément beaucoup, mais au moins mettre en place cette routine d'épargne. Peu importe combien il y a, mais au moins, il faut que ça soit en place. Il faut avoir la volonté d'avoir de l'argent à investir. Donc ça c'est parfait, il est vrai que c'est très complet comme angle. Alors là il me parle du livre, bon je te saute. Alors je ne sais pas par où commencer. J'ai une ébauche de stratégie. Je compte épargner par an à peu près 20 000 € et investir dans des chambres de bonne et des petits studios valant maximum 75 000 € en région parisienne. Penses-tu que c'est une bonne stratégie, etc. etc. Voilà, bon, je te passe la fin du message, salut, merci. Alors, déjà, ce que je peux te dire, donc sur l'épargne, on l'a vu, c'est très bien, continue, lâche rien et mets de l'argent de côté automatiquement tous les mois. Ensuite, deuxième chose, tu me parles de la stratégie chambre de bonne studio, ok, bon, donc petite surface, surtout si tu es en région parisienne, c'est dur en étant débutant d'avoir autre chose que des petites surfaces. Par contre, tu te fixes un objectif de prix, là tu nous parles de 75 000 €. Pourquoi? Enfin, si j'étais toi, je ne me fixerais pas un objectif de prix, je me fixerais un objectif tout court, une stratégie, c'est-à-dire, ok, je vise les petites surfaces dans tel et tel et tel et tel et tel secteur. Mais te bloque pas sur un prix parce que ça va te, il y a des choses qui vont passer à l'as, qui vont passer à travers. Tu me dis en plus que tu gagnes un salaire qui commence à être correct, tu épargnes beaucoup, tu as très peu de dépenses, donc qui sait, peut-être que tu sous-estimes ta capacité à emprunter, peut-être que tu sous-estimes ta capacité à présenter des bonnes choses à ton banquier. Alors, je ne te dis pas que demain on va te prêter 1 million d'euros, mais souvent, tu sais, il y a ces croyances limitantes de l'investisseur débutant qui se dit, voilà, moi je vais viser tout petit au début. Alors c'est très bien de viser petit, c'est très bien de se faire la main et de tomber dans certains pièges. Vaut mieux tomber dans certains pièges en ayant investi petit qu'en ayant investi gros, ça c'est clair. Mais le pendant en face, il ne faut pas non plus mettre des croyances limitantes à se dire, voilà, je ne peux rien faire parce que je suis débutant, parce que j'ai pas 1 million d'euros de côté, etc. En tout cas, la chose que je vois de très 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 positive dans cette stratégie, vraiment qui est la base de la pyramide et la base de passer à l'action, c'est que tu veux tout simplement commencer. Tu as tout simplement déjà une stratégie. Alors ok, c'est une ébauche et il y a plein d'investisseurs qui ont plusieurs ébauches de stratégie qui ne savent pas trop où aller. Je sais sûrement toi qui regardes, tu es sûrement perdu entre toutes les possibilités, toutes les voies, tous les chemins différents qu'on peut suivre dans l'immobilier. Et en effet, tu as bien raison parce qu'il y a énormément de possibilités. Mais tu vas dans le bon sens, c'est-à-dire que tu commences à essayer de définir une stratégie. Déjà, ton cerveau s'est mis en mode « Ok, il faut définir une stratégie. Il ne faut pas jeter partout, etc. » Donc ça, c'est très bien. Et surtout, tu as défini que tu voulais commencer. Parce qu'il y a énormément, encore une fois, de débutants qui se disent « Je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller » et qui n'y vont jamais. Donc, lance-toi le premier petit pas. J'ai fait déjà pas mal de vidéos sur ce sujet, sur, encore une fois, les croyances limitantes et
le premier petit pas, ce pas qui fait que ça y est, enfin, tu vas commencer. Donc là, bah ok, si ta stratégie, on est sur des petites surfaces, ce qui est une bonne stratégie sur Paris, surtout pour un débutant, parce que les prix au mètre carré sont très hauts et ça va être difficile en effet d'avoir autre chose. Mais moi, je connais plusieurs investisseurs qui, sur Paris et en région parisienne, alors plutôt en grande couronne, arrivent à trouver du cash flow sans aucun problème et à multiplier les achats de studios. Alors si tu vas dans cette optique-là, c'est-à-dire que tu vas multiplier les achats de petites surfaces, fais attention, point d'attention numéro 1, là tu vas viser des appartements seuls, isolés, isolés pour toi acheteur, c'est-à-dire que tu vas acheter en copropriété, dans des ensembles plus ou moins grands. Attention, premier point d'attention, vraiment les charges de copropriété. Si tu les anticipes pas, tu risques vraiment de te faire rattraper par des charges auxquelles tu n'aurais pas pensé et qui vont manger ta rentabilité parce que tu vas projeter une rentabilité éventuellement qui serait de X, je ne sais pas, peut-être un cash flow de 100 € par mois pour un studio, ça commence à faire un joli cash flow pour un studio, et si tu fais pas gaffe aux charges, boum, quand la régule va tomber, ou alors tu n'auras pas prévu des travaux, etc., ça va te faire mal. Donc attention aux charges de copro, demande bien toujours systématiquement les charges, les décomptes de charges, les provisions, comment ça marche, pose beaucoup de questions à l'agent immobilier, et tant qu'il est évasif, tant qu'il te dit ouais ça doit être à peu près ça, etc., tu lâches pas le morceau, demande les derniers PV d'AG pour te rendre compte aussi de l'ambiance de la copro, de comment ça se passe, de ce qui a été voté, ce qui a été discuté mais refusé, ce qui a été discuté, accepté, etc., etc. Est-ce que les gens sont plutôt d'accord entre eux ou est-ce que les gens sont plutôt en désaccord entre eux? Ça te donnera aussi, ça tu vas le voir sur les PV, le nombre de voix, le nombre de présents, le nombre d'absents, ça va te donner des indices aussi sur l'état de la copropriété, l'état général. Est-ce que la copro, les gens, c'est plutôt harmonieux, les gens s'en sentent bien? Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment des dissensions? Est-ce qu'il y a vraiment des votes contraires? Il y a des résolutions qui s'opposent un petit peu. Et ça peut aussi te mettre la puce à l'oreille. Fais bien sûr très attention aux travaux, éventuellement. Voter, alors à venir ou déjà voter, et aussi à l'échelonnement des appels de fonds. Parce que je te rappelle, toi qui me regardes, tu dois le savoir, j'en ai déjà parlé. Légalement, la personne qui paiera les travaux, c'est le propriétaire au moment des appels de fonds. C'est-à-dire que si la personne qui te vend a voté les travaux, mais toi tu es propriétaire et il y a encore des appels de fonds, parce que souvent pour les gros appels de fonds, pour les gros travaux, on va couper, on ne va pas t'appeler d'un seul coup 10 000 €, on va peut-être t'appeler 2 000 € tous les ans pendant 5 ans. Bon, j'extrapole, mais je simplifie pour que tu comprennes. Si tu es propriétaire au moment de l'appel de fonds, légalement c'est toi qui dois payer l'appel de fonds. Sauf... Parce que là, je vois déjà des gens dans les commentaires qui vont me dire « Ah mais non, c'est pas ça !» Sauf disposition contraire indiquée au moment de la vente. Et en effet, en général, les notaires font en sorte que, c'est pour ça que tu as déjà dû entendre ça, celui qui vote paye. C'est-à-dire que la personne qui a voté les travaux les paye. Mais il faut que ça soit inscrit au moment du compromis et de l'acte. Si ce n'est pas inscrit, c'est la loi par défaut qui s'applique, et la loi par défaut, elle ne dit pas que celui qui vote paye. La loi par défaut, elle dit que celui qui est propriétaire au moment des appels de fonds paye. Donc attention à ça, en copropriété, c'est vraiment une chose à savoir. Et je reviens aussi sur les charges, j'ai oublié de te dire quelque chose, sur les charges, tu vas me dire, j'entends souvent, ouais mais je m'en fous parce que les charges, même s'il y en a beaucoup, par exemple, il y a 200 € par mois de charge, mais c'est surtout dû à l'eau et au chauffage qui est collectif et je vais le récupérer sur mon locataire. Alors oui, c'est vrai, mais ça va t'occasionner des décalages de trésorerie. Il va falloir que tu avances pour ensuite récupérer, puis ton locataire, si jamais il s'en va falloir faire une régule, et hop, il y a le nouveau locataire qui rentre, il faut faire des calculs compliqués, etc. Et en fait, il va y avoir un décalage de trésorerie qui va se créer, et ce décalage de trésorerie, qui c'est qui va l'assumer? C'est pas la copro, c'est toi. Enfin, la copro va en assumer une partie parce qu'elle est sur exercice glissant, mais toi aussi. Donc finalement, tu vas devoir décaisser des sommes que tu vas récupérer ensuite. Donc le problème, c'est encore une fois, ça va venir ponctionner dans ta trésor. Donc tout ça, il faut y faire attention. Même les charges récupérables, ça reste des trous dans ta trésor qui peuvent tomber éventuellement au mauvais moment s'il y a autre chose qui se passe. Donc attention à ça, attention à l'état général de la copro, s'il y a des travaux qui ont été votés et qui va les payer, et les charges et tout ce qui est ambiance, est-ce que les gens sont plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Et puis toi, tu vas rapidement te rendre compte de l'état de l'immeuble.
L'état des communs, l'état de l'ascenseur, est-ce qu'il est aux normes, est-ce qu'il n'est pas aux normes? Attention, s'il ne l'est pas, il va falloir éventuellement le mettre, ça peut coûter très cher. Est-ce que les communs sont propres ou alors il va falloir les refaire parce qu'ils sont dégueulasses et donc tu te dis que bon, bah, ça va forcément coûter au bout d'un moment. La toiture, la façade, etc., etc. Très attention à ça, je dirais que pour des petites surfaces comme ça, il faut que tu essayes de rester quand même sur des charges mensuelles qui soient raisonnables, hein, sinon ça va te manger ta rentabilité. Alors il n'y a pas de vérité universelle, hein, mais moi, j'ai un point d'attention à 100 € par mois, tu vois, dépasser 100-150 € par mois, vraiment ça me met un gros stop à aller plus loin sur le bien parce que voilà, il va falloir, tout ce que je t'ai dit plus tôt, il va falloir voilà, regarder, ressortir, re-rentrer, la rentabilité, hop, ça va être compliqué, c'était une vacance locative, ça amplifie le phénomène, etc. Enfin, et puis pendant les travaux, on n'y pense pas souvent. Pareil, j'ai des investisseurs débutants qui me disent oui mais c'est pas grave, je récupère. Mais ils m'annoncent 6 mois de travaux. Oui, mais pendant les travaux, et t'as pas de locataire, hein, et les charges, elles sont toujours là. On va pas te dispenser de charges pendant ta vacance locative ou pendant tes travaux. Donc, il faut aussi penser à ça. Et bon, la taxe foncière aussi, je reviens pas sur la taxe foncière. Tu es habitué à demander la taxe foncière, et puis si jamais tu as oublié de la demander, c'est à peu près, dans la plupart des villes, une règle à peu près générale, ça revient à peu près à un mois de loyer. Alors attention, il y a des villes qui sont beaucoup plus chères, il y en a qui sont un peu moins chères, mais à peu près, si on lisse, à peu près sur les communes en France, on est à peu près à un mois de loyer pour la taxe foncière. Si tu as oublié de la demander, si tu veux comme faire tes premières projections, base-toi sur un mois de loyer. Et je reviens sur l'argent que tu as de côté. Alors tu ne me dis pas combien tu as de cash. Je pars du principe que tu en as pas mal. Si tu mets 70% de 2500 € tous les mois de côté, c'est très très bien. Fais attention à tes apports. Ne mets pas toutes tes billes dans le même bien. Si tu es forcé de faire un apport, eh bien, fais-en un, mais n'oublie pas que de garder ton année d'esprit tranquille, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, l'année d'esprit tranquille, hein, un an de loyer d'avance, et puis utilise l'effet de levier bancaire au maximum. Hein. Tu sais très bien que si tu as par exemple 100 000 €, plutôt que de payer un bien cash 100 000 €, si tu injectes 10 000 € sur chaque bien et que la banque te prête le reste, tu vas pouvoir avoir 10 biens au lieu d'un bien. Donc tu vois, l'effet de levier, c'est ça qu'on appelle l'effet de levier bancaire. Mais ça, je suis persuadé que tu connais déjà le concept. Mais attention avec tes apports et attention de penser à long terme, vraiment. Et de pas que penser, voilà, je paye, j'achète, je mets mon locataire dans les lieux et puis advienne que pourra. Non, pense petits travaux, pense vacances locatives de 1 mois, de 2 mois, comment je fais? Est-ce que je peux passer, est-ce que je suis capable d'avoir assez d'argent de côté pour l'encaisser si jamais il y a une régule de charge à ce moment-là, si jamais il y a un appel de fonds à ce moment-là, si jamais je veux acheter un autre appartement et là je dois faire un apport, etc. etc. Donc vraiment, tu sais, c'est un peu un jeu d'échecs l'immobilier. Hein. Il y a toutes les voies dont je t'ai parlé, et puis il y a, demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est jamais figé dans le marbre, c'est jamais, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Non, tout évolue un peu comme les échecs. Tiens, voilà. Si tu joues aux échecs ou au poker, c'est un peu le même schéma de pensée. Il faut toujours avoir un coup d'avance sur ce qui peut se passer après en se disant, attends, voilà, je m'assure, etc. Et c'est ça qui est passionnant, c'est le Monopoly grandeur nature. Voilà, Fast Life, j'espère que j'ai répondu à ta question, et toi qui me regardes, si tu apprécies cette vidéo, apporte ton pouce à l'édifice, partage-la, commente-la, et puis je vais te dire à très bientôt. Tu as des liens un petit peu partout, encore une fois, autour de cette vidéo, pour l'accès à ton livre, à tes 4 vidéos gratuites, etc., etc. Je te laisse chercher, abonne-toi, like, love, follow, je t'aime. Allez, c'est Yann, tu es sur la chaîne des investisseurs rentables, et à plus!